Donc c'est Gilbert qui va prendre la parole d'entrée. Tu restes debout ? Oui, oui, il marche. Merci. Oui, donc je vais peut-être rester debout. Non, après tout, je vais m'asseoir. Lâche. Donc, effectivement, je vais essayer de faire un peu le point sur le numérique, le big data, le machinisme agricole, etc. Donc, si possible, en 30 minutes. Alors, juste, si on parle de numérique, ben, on baigne dedans et on parle de révolution du numérique. En gros, c'est une révolution industrielle, comme on en a déjà connu deux. Hein. La première, ben, c'était la machine à vapeur et les voies ferrées. La deuxième, c'était toujours l'énergie, mais là, l'énergie qui devient mobile avec le diesel, enfin, le moteur thermique, et également des infrastructures. Là, c'était plus l'électricité. Et la troisième révolution, celle qu'on est en train de vivre, donc, c'est le numérique, et c'est aussi les énergies renouvelables, les énergies où on se passe du fossile, et surtout des énergies qui sont atomisées, distribuées, et non plus concentrées. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le secteur professionnel ou privé, on voit bien que le numérique fait partie de nos vies, qu'il a pris beaucoup de place. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce numérique a un impact sur l'agriculture ou l'agronomie de façon générale ? Donc certains parlent de révolution agronomique. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce qu'il en est, etc. C'est un peu à ça que je vais essayer de répondre. Alors, voilà. Donc, ce qui change avec le numérique, eh bien, déjà, c'est le volume et la pertinence des informations. Et quand on parle de big data, on oublie derrière que, bon, alors c'est toujours pareil, c'est une règle, hein, la règle des 5 V. Il faut parler de volume, il faut parler de, j'ai oublié la vitesse. Il y a également la variété, la véracité et la valeur des données. Donc tout ça, pour parler de big data, il faut qu'on retrouve ces éléments-là peu ou prou. Mais le point essentiel, c'est quand même le volume de données. Si on n'a pas beaucoup de données, on ne pourra pas parler de big data. Ce qui change également, alors plus là sur le côté agronomique, c'est qu'avec le numérique, on va mieux pouvoir analyser la relation entre ce qu'on a eu et ce qu'on a fait. Donc là, une meilleure analyse des résultats par rapport aux actions ou des actions par rapport aux résultats. Il y a aussi potentiellement des acquisitions de connaissances agronomiques nouvelles, et ça c'est quelque chose d'important, je reviendrai dessus parce que pour moi c'est important. Il y a en particulier une expérimentation qui change de nature, qui devient beaucoup plus proche des agriculteurs, individualisée mais également en réseau. Et je pense en particulier à un réseau d'entrepreneurs là en Bretagne qui s'appelle Cléo, qui est beaucoup là-dessus. Et c'est vraiment un changement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des essais sur 12 mètres carrés en micro-parcelles, comme le font les instituts techniques, on fait tout de suite des essais en grandes parcelles sur 300, 400 hectares. Ça n'a plus rien à voir. Ce sont des informations qui sont très localisées et qui permettent d'avoir une information bien, au plus près des agriculteurs. Et puis également, eh bien, l'expertise des agriculteurs est en train d'augmenter très fortement. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et ça change en particulier la relation avec le conseiller. Le conseiller, eh bien, c'est plus le conseiller de terrain tel qu'on le connaissait. Ça peut être un autre agriculteur, on voit se développer ce genre de choses, mais c'est surtout devenu un expert. Et avec le numérique, l'expert, on peut aller le chercher, puisqu'il faut le payer de toute façon maintenant le conseil, bah, les agriculteurs commencent à se dire bah, moi je préfère avoir un bon expert, quitte à aller le chercher là où il est. Et j'ai un exemple en tête d'un éleveur à côté de Bordeaux, qui en avait marre du conseiller de la chambre d'agriculture, qui lui ça marchait pas parce que lui il a un grand troupeau de 400 vaches et que le conseiller ne connaît pas ce type d'application. Et donc il était chercher un expert à Barcelone. Avec le numérique, on peut délocaliser le conseil. C'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, ce qui change également avec le numérique, c'est le changement et la pertinence des informations. En gros, si vous voulez, j'ai du mal à me relire. Oui, il y a quelques années, ou encore maintenant, pour piloter une culture, pour piloter la fertilisation d'une parcelle, la densité de semis, etc., l'agriculteur, il a à sa disposition quelques informations, quelques dizaines d'informations. Ce qui est en train de changer, c'est qu'on passe de cette dizaine d'informations à des milliers, voire des millions d'informations pour la même parcelle. C'est-à-dire qu'on parle de carte de sol, de carte de rendement, de carte de NDVI, etc. Donc plein de points, plein de pixels pour lesquels on a plein de valeurs. Et donc on change complètement de regard agronomique, donc quand vous changez de volume d'informations à ce point-là. Également, ce qui change, c'est le regard qu'on peut avoir et la pertinence sur les informations. Donc, je prends un exemple d'un statisticien.
Il a 37,5 de température corporelle. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Il est malade ou il n'est pas malade? Est-ce qu'il est en bonne santé ou pas en bonne santé? Même si on est médecin, ce n'est pas toujours évident. Et puis en plus, si on a accès à une autre information nouvelle, et qu'on se rend compte qu'il a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, les 37,5, on s'en moque un peu. Eh bien, en agronomie, on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on était sur des moyennes parcellaires, et maintenant, on commence à regarder les parties qui sont dans le four et les parties qui sont dans le congélateur. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une moyenne, on regarde les extrêmes, et ce sont les extrêmes qui sont importants. D'accord? Ça change tout. Et je pense que c'est vraiment ça que je voudrais vous faire passer, c'est ce changement fondamental. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Voilà. Donc, si je reviens un peu sur l'agronomie, on est dans un mode, l'agriculture raisonnée, que je qualifie de pilotage approximatif. Pour ceux qui ont fait de l'automatisme, on est en pilotage en boucle ouverte. Donc, en gros, on a le produit phare, c'est la méthode des bilans. On regarde dans un système, par exemple pour l'irrigation, pour une dose d'azote, etc., ce qui est disponible et ce qui est nécessaire pour les plantes. Et puis, la différence, c'est ce qu'il faut apporter, c'est la dose. Donc, vous pouvez décliner ça en dose d'engrais, en dose d'eau, etc., etc. C'est un principe qui est facile à comprendre. Par contre, c'est un principe qui pose plein de problèmes. Déjà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, le taux de drainage dans un sol, on l'évalue, mais est-ce qu'on l'évalue bien? Ce n'est pas sûr. On ne tient pas compte de la variabilité intraparcellaire, on ne tient pas compte de la variabilité dans le temps. Et puis aussi, on ne prend pas en compte les dysfonctionnements des machines qui existent. Bref, même si on essaie de tout faire bien, on est quand même sur un résultat qui est relativement médiocre, entre guillemets. Alors, voici un exemple. J'ai un problème. Voilà, un exemple de parcelle irriguée. Vous voyez tout de suite que même si la dose a été calculée précisément, le résultat ne va pas être à la hauteur. On peut aussi parler des pulvérisateurs. Il y a très très peu de pulvérisateurs qui peuvent faire, par exemple, de la variation de dose en courbe. Et donc, ça veut dire qu'on va surdoser à l'intérieur des virages et sous-doser à l'extérieur. Alors, c'est en train d'évoluer, et je pense qu'il y a deux choses qui changent. Déjà, le DPA tel qu'il est utilisé, les gens l'utilisent mal. Donc, ça serait la première chose, c'est qu'ils arrêtent soit de l'utiliser, soit qu'ils comprennent comment ça marche. Et deuxième chose, ce sont les nouvelles buses de type PWM ou autres, qui permettent de faire varier le débit sans toucher à la pression, c'est-à-dire sans toucher la taille des gouttes, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important. La pulvérisation sur Bordeaux, en ce moment, c'est très très chaud comme dossier. À côté de ça, ce que j'appelle l'agriculture mesurée. Alors vous allez vous y retrouver. Là, on passe en pilotage en boucle fermée. Eh bien, on n'est plus sur la méthode des bilans, on est sur un autre aspect qui est ce qu'on appelle la mesure, décision, action. Premier temps, on va mesurer avec des capteurs, on va mesurer quelque chose, une variable agronomique. Deuxième temps, à partir de ces mesures, on va décider d'une action, d'une dose, d'une modulation de dose, etc. Et troisième temps, on va appliquer sur le terrain le résultat de cette analyse, de cette décision. Et donc là, c'est un exemple, c'est le N-Sensor, mais je peux prendre plein d'autres exemples. Et si on remonte historiquement, la première application de ça, elle a plus de 30 ans, c'est en horticulture. En horticulture, on a mis des capteurs dans la serre, on en a mis à l'extérieur pour un peu anticiper sur les événements. On a des ordinateurs climatiques pour le climat, pour la fertirrigation, et on pilote tous les composantes du climat et de la fertirigation à partir de ces données-là. Donc on est vraiment sur ce triptyque, mesure, donc avec les capteurs internes, température, hygrométrie, etc., l'ordinateur qui fait l'analyse des données et la décision, sous contrôle de l'agriculteur qui met les consignes quand même, et derrière les actions qui sont pilotées par cet ordinateur. Historiquement, quasiment au même moment, l'élevage. L'élevage avait le contrôle de performance. On a une mesure, et à partir de cette mesure, on va pouvoir piloter l'alimentation des animaux. Typiquement, on mesure à chaque traite avec des compteurs à lait la production de chaque vache. On en déduit la courbe bleue qu'on superpose à la courbe théorique de lactation. Et à partir de là, on voit s'il y a des décalages. Ces décalages peuvent être d'origine sanitaire, ça peut être d'origine alimentaire. Et donc, on peut recalculer une alimentation. Et cette alimentation va être dédiée à une vache en particulier. Chaque vache aura son alimentation grâce au distributeur automatique de concentré. On est bien dans ce même schéma où on mesure le besoin de la vache, on lui calcule sa ration et on lui distribue sa ration à elle. Et puis derrière, vous pouvez le décliner en production végétale
Agriculture de précision, viticulture de précision, arboriculture de précision, c'est exactement le même schéma, toujours le même. Alors, avec des nuances. La première nuance, c'est que c'est facile de passer d'une alimentation globale pour un troupeau à une alimentation individualisée. Les vaches, on les reconnaît, elles ont des boucles d'oreilles, on sait les identifier. En grande culture, en arbo, en vigne, etc., il faut faire des zones. Et là, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer de la parcelle à la micro-parcelle, à la zone dans la parcelle. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, les frontières sont floues, etc. Donc on a un peu plus de mal. Voilà. Et donc ce schéma-là, on le retrouve dès le début de l'agriculture de précision. Le schéma ici, c'est un schéma qui sort d'une thèse qui était faite en Angleterre et qui était financée par Massey Ferguson dans les années 80. Eh bien, vous retrouvez le premier temps qui est la mesure. Alors là, on peut tout mesurer, sol, climat, plantes, et ce que font les machines. Derrière, on va analyser les informations et ensuite prendre des décisions. Et puis, dernier point, eh bien, on va aller sur le terrain, appliquer le résultat de ces décisions, c'est-à-dire qu'on peut moduler ce que l'on veut, aussi bien le travail du sol, la densité de semis, la fertilisation, les apports de produits phyto, d'amendements, etc., etc. Juste en passant, eh bien, il y a un point important qui se situe, alors je ne sais pas si ça marche, voilà, qui se situe ici, c'est que vous avez forcément des transferts de données qui se font d'un système vers un autre, d'une machine vers un ordinateur, d'un ordinateur vers un autre, celui de l'agriculteur vers le conseiller par exemple, et retour vers l'ordinateur du tracteur. Et donc pour que ce système fonctionne, il faut que ces échanges soient fluides. S'ils ne sont pas fluides, eh bien ça ne marchera pas. Et donc on est toujours sur ce problème d'interopérabilité, et donc pour le masse numérique, c'est un des aspects. Alors, qu'est-ce qui change ? Il change dans ce paradigme, surtout les besoins de mesure. Il faut des capteurs pour tout mesurer, ce qui est nécessaire pour comprendre. Donc aussi bien plantes, sol, climat. Et donc ici, eh bien, c'est le domaine de la télédétection, de la proxy-détection, c'est-à-dire des capteurs embarqués sur une machine ou tenus à la main. Tout ce qui est analyse et décision, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de stocker les données, de les présenter de façon ergonomique à l'utilisateur, de croiser ces données et de les expertiser, de leur donner du sens, et ensuite de pouvoir les utiliser. Donc on va retrouver du SIG, donc système d'information géographique, de l'Internet, de la modélisation du développement de la couvert végétal, des ravageurs, et puis des outils de la décision. Voilà, c'est un peu, on va dire c'est de l'informatique, pour faire simple. Troisième temps, action, modulation des actions sur le terrain. Bien là, le produit phare, et au départ ça n'a pas été fait pour ça, mais heureusement c'est là, c'est l'Isobus. L'Isobus permet ça, de base. C'est-à-dire qu'avec un tracteur Isobus et une machine, il devient possible d'intégrer dans le tracteur une carte de modulation et de la mettre en œuvre de façon complètement automatique. Donc l'Isobus est un outil fantastique pour faire de la modulation d'action. Et puis aussi le développement de la robotique. D'accord ? Alors la robotique, je l'ai mise là, mais j'aurais pu aussi la mettre un peu dans les mesures, puisque les robots peuvent aussi faire des mesures sur le terrain. C'est comme les mousquetaires, quand il y en a trois, il y a un quatrième qui apparaît. Hop, hop. Le quatrième, eh bien, c'est traçabilité, retour d'expérience. Ce n'est pas sur le même plan. Les trois premiers, c'est sur l'année culturelle, c'est en cours de route, etc. Le quatrième, pour moi, c'est de l'analyse à plus long terme. C'est qu'on prend des cartes de rendement, par exemple, sur 20 ans, et on les analyse. Et on essaye d'en tirer le maximum d'informations. Et c'est là où on retrouve la notion de big data. C'est-à-dire croiser des données d'une exploitation sur plusieurs années, croiser des données de plusieurs exploitations, etc. Donc là, on est sur quelque chose d'assez nouveau. Alors, tous ces mots-clés-là, j'en profite pour dire que ça fait partie de la formation agrotique qu'on partage entre Bordeaux et Montpellier Supagro, et Bordeaux comme Montpellier, on a maintenant la chaire agrotique, même si, administrativement parlant, elle est raccordée à Montpellier et pas à Bordeaux. Alors, ce qui change en termes de mesures, c'est l'échelle des mesures. Jusqu'à présent, on faisait très peu de mesures. Je vous renvoie à mon statisticien. En gros, on faisait une mesure d'analyse au sol par échantillonnage pour une parcelle et on répétait ça, par exemple, tous les 10 ans. Maintenant, on est sur un autre cadre de mesure. On fait, par exemple, de la cartographie. Ici, vous avez GeoCarta sur la diapo qui fait des cartes de sol. Vous avez Veris qui fait d'autres types de cartes de sol. Là, c'est du pH. On a les images de télédétection. Donc, on a une information beaucoup plus riche. On passe d'un point de mesure à la parcelle
à des milliers de points de mesure. Donc on apprend plein de choses. Et également, tout ce qui est capteur et réseau de capteurs. Là, de plus en plus, ça se développe. Vous avez vu les nouvelles stations météo, type Winat, Sencrop, etc., Isagri et autres. Bien, en fait, les technologies évoluant, les réseaux en particulier de communication étant plus économes en énergie, on peut avoir des stations météo automatiques qui se passent de capteurs solaires, qui ont une autonomie de plusieurs années, donc qui coûtent beaucoup moins cher. Et plus le prix baisse, plus on peut en mettre sur la surface à traiter. Alors, ce n'est pas que la station météo, par exemple ici, un piège connecté. C'est un piège dans lequel on a une petite caméra ou un autre dispositif. Donc c'est un piège classique avec des phéromones, sauf que là, au lieu d'aller relever le piège toutes les semaines, parce qu'on a capturé des papillons, eh bien, le dispositif va les identifier et va nous donner une information au quart d'heure près ou à l'heure près. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cumul sur une semaine, on a une dynamique des vols sur l'heure. C'est-à-dire que, heure par heure, on sait ce qui s'est passé. Quand est-ce qu'ils sont arrivés ? Est-ce qu'ils sont arrivés plutôt la nuit, plutôt le jour, etc. Et donc, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur la dynamique des ravageurs. Bon, puis tout ce qui est capteur embarqué sur machine, qui explose, etc. Donc, beaucoup plus d'informations. Et donc, la prise de décision qui doit suivre. On ne peut plus analyser les informations de la même façon. Alors, cette masse d'informations, à mon sens, elle a deux niveaux. Un niveau individuel, un niveau global. D'accord ? Le niveau individuel, c'est l'agriculteur, c'est local, et un deuxième niveau qui est le niveau global. Et ce qui fait que, si on prend les productions végétales, eh bien, le niveau de l'agriculteur, ce qui va l'intéresser, c'est tout ce qui est fertilisation, choix des semences, la densité de semis, protection phyto, etc. Alors qu'au deuxième niveau collectif, eh bien, ça va être des tests de variétés sur différentes zones pédoclimatiques, c'est l'expertise agronomique qui va évoluer, etc. Alors, un exemple ici au niveau local, là, ce sont non pas des cartes de rendement, mais un truc très simple, des cartes de rendement qui ont été converties en cartes de rentabilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu telle ou telle variation de rendement dans la parcelle, on intègre le prix de vente de la culture, on intègre les charges, et l'agriculteur, par exemple, comme à gauche, s'aperçoit qu'il y a la moitié de sa parcelle où il perd de l'argent. Assez rapidement, il va se poser la question de pourquoi, et ensuite de comment je peux faire. Donc, je pense que là, déjà, avoir ce type d'information, et c'est ce que permet le numérique, c'est une information beaucoup plus riche. Avoir une marge nette à la parcelle ou à la culture, ou avoir une carte de rentabilité, ça n'a rien à voir. Là, vous vous rendez compte que l'agriculteur, il préférait être comme ce que l'on a à droite et pas ce que l'on a à gauche. Et donc, ça veut dire que derrière, il va falloir qu'il revoie son raisonnement agronomique. Donc, on a des informations plus détaillées et beaucoup plus pertinentes. Alors ça, c'est sur du maïs, mais là, pas très loin d'ici, du côté de Cancon, vers Agen, pour simplifier ceux qui ne connaissent pas, un verger de noyer. Donc là, on est sur de l'arboriculture. Quand vous regardez le rendement, il va de 3 tonnes à 8 tonnes hectares, sur une parcelle qui fait 3 hectares. Je précise, c'est une petite parcelle. Bon, si vous rajoutez la formation du prix, ce n'est pas que le rendement, c'est aussi le calibre. Ça veut dire que dans cette parcelle, on va de 2 500 à 11 500 euros de produits bruts hectares. Donc vous imaginez bien que cette différence, elle a des conséquences économiques pour l'agriculteur et aussi des origines qu'il aimerait bien connaître pour pouvoir essayer de corriger ça. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est d'aller plus loin dans l'analyse. Par exemple, là, Unicoque s'est amusé aussi à faire une analyse des exportations, par exemple en azote et en potasse. Vous voyez bien, par exemple, qu'en potasse, selon la zone de rendement, on va de 1 à 3 en termes de volume d'exportation. Et derrière, l'agriculteur, il fait une dose d'engrais pour sa parcelle. Il y a un problème quand même. Donc ça veut dire qu'il y a, au cours du temps, des zones qui vont s'appauvrir et d'autres qui vont s'enrichir. Il a intérêt à moduler ces doses d'engrais. On peut encore aller plus loin, si ça veut bien. Voilà, ici, c'est un autre verger à peu près la même taille. Eh bien, ils ont fait des mesures de pH. Vous voyez qu'il y a des zones où le pH est très, très acide et qui voisinent avec des zones où le pH est très basique. Comment on fait du cholage ?
On sait que si le sol est acide, il faut remonter le pH. S'il est basique, il ne faut pas mettre de chaud. Oui, mais quand vous avez les deux, on est obligé de moduler. D'accord ? Donc, ça revient à mon histoire comment dire, de statisticien qui a les pieds dans le congélateur et la tête dans le frigo, dans le four. Là, on est exactement dans ce cas de figure. Donc, ça veut dire que, bien, il faut forcément tenir compte de ça pour lever des problèmes agronomiques, hein, tout simplement. C'est toujours les histoires de facteurs limitants. Ça veut dire que, si on parle de préconisation agronomique, il faut aller vers des préconisations qui sont non plus à la parcelle, mais à la zone dans la parcelle, comme pour les vaches. Il n'y a pas de changement. Alors, au niveau global, c'est un peu plus compliqué, mais ceci dit, alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de ça. Moi, j'ai appris il y a longtemps que pour faire un quintal de blé tendre, il fallait que la plante trouve 3 kg d'azote dans le sol. Donc, méthode des bilans, ce qui manque, il faut l'amener, c'est la dose d'engrais. Donc, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Okay. Si vous comparez ça avec la courbe de production agricole en France et les ventes d'engrais azotés en France, bien vous voyez que ces deux courbes se superposaient jusque dans les années 90 et que depuis les années 90, elles ne font que s'écarter. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a des changements structurels, il y a des rotations qui ont changé, on a réintroduit des légumineuses, etc. Donc, ce n'est pas simple à analyser. N'empêche que depuis les années 90, on a eu le N-Tester, on a eu la méthode Jubile, on a eu le N-Sensor, on a FarmStar, etc. FarmStar qui se targue d'avoir fait économiser 100 000 tonnes d'azote, d'engrais azotés aux agriculteurs. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si quelqu'un peut le vérifier, mais en tous les cas, c'est probable qu'il y a un effet. C'est-à-dire qu'on raisonne mieux la fertilisation azotée, et donc on a moins de pertes dans l'environnement, et les 3 kg d'azote par quintal de blé, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ce n'est pas 2,5 ? Et quand je parle de revoir nos connaissances agronomiques, je pense à ça en particulier. Est-ce que c'est 3 kg ou 2,5 ? C'est intéressant à se poser comme question. Donc, là, ça nous fait avancer en termes d'agronomie. Je ne sais pas pourquoi ça. Alors, l'isobus, je ne peux pas le passer sous silence, donc j'espère que tout le monde connaît l'isobus au moins de nom et le principe. Donc, le principe de l'isobus, c'est de l'interopérabilité des machines. Hein. On peut raccorder n'importe quel tracteur à n'importe quelle machine isobus, les faire travailler ensemble de façon cohérente, et c'est le terminal du tracteur qui sert de terminal pour l'outil. On n'a plus besoin du terminal d'outil. Ça, c'est un aspect important. Mais je voudrais aller plus loin. L'usage, ce n'est pas que l'interopérabilité. C'est aussi de plus en plus la communication qu'on appelle machine to machine, hein, entre machines. Donc, tout ce qui est gestion de flotte, maintenance prédictive, remontée d'incidents. C'est aussi tout ce qui est modulation de l'action des outils, précision des réglages et du fonctionnement. Donc, tout ce qui est cartographie aussi, cartographie prévisionnelle, donc pour la modulation, cartographie des rendements. Tout ce qui est généralisation ce qu'on appelle le VRT, c'est-à-dire Variable Rate Technology, c'est-à-dire modulation des doses. Et puis tout ce qui est coupure de tronçons également. Tout ça, l'isobus permet de le gérer très facilement. Et puis d'avoir des densités constantes en virage, de mesurer la qualité de l'outil, du travail réalisé par l'outil, etc. Alors, quelques petits exemples. Alors, je pense que ma présentation pourra être distribuée. Donc, je vous ai mis quelques liens ici sur des vidéos, hein, qui sont assez parlantes de tous ces exemples-là. Distribution d'engrais, coupure de tronçons, etc. Donc, voici, par exemple, un petit truc John Deere sur les densités en virage, ou la possibilité d'enregistrer ce qui se passe au niveau du semis et de voir les zones où on a eu des manques ou des doubles. Donc c'est intéressant, avant d'analyser les rendements, de savoir comment ça s'est passé pour tout le cycle cultural et de voir si à un moment, il n'y a pas eu des loupés, par exemple, au semis. Autre possibilité, c'est par exemple ce que propose Gverneland, c'est d'avoir un semis avec un motif géométrique, quel qu'il soit. Donc l'idée, par exemple ici, vous avez effectivement un sens, qui est le sens du semis. Facile, on peut désherber dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi avoir un deuxième sens pour faire du binage croisé. Et donc, une révolution dans le binage, comme dans l'optimisation géométrique des plantes qui sont en moindre concurrence.
Dernière nouveauté, alors nous on a travaillé il y a 20 ans là-dessus, puis on n'a pas pu aller plus loin avec Arvalis et l'INRA, c'était d'analyser la qualité du lit de semence pour que cette qualité soit constante tout au long du travail, malgré les variations d'humidité, texture du sol. Donc on avait vu qu'avec une caméra, on pouvait mesurer ça, analyser la qualité du lit de semence. Simplement, on ne savait pas derrière faire varier l'outil, faire varier l'agressivité de l'outil. La Pottinger a sorti à Agritechnica un système où on a le même principe, une caméra qui analyse, qui regarde l'écart entre ce que veut l'agriculteur et ce qu'il y a. Et donc, en fonction de cet écart, eh bien, le module électronique de l'outil, ici en l'occurrence une herse rotative, envoie au tracteur des commandes isobus pour le faire accélérer ou ralentir. Donc, c'est un moyen de changer l'agressivité de l'outil et d'avoir un lit de semence qui reste constant en termes de qualité. Ce n'est pas la peine d'avoir des graines à haut potentiel génétique si on les sème à la volée comme un cochon. Donc, la réussite d'un SMI, ça passe par les machines. Il faut que les machines soient cohérentes avec le reste du système. En termes de perspective, alors ça c'est le point délicat, c'est la collecte des informations. C'est vraiment un point de vigilance. Donc sur un plan technique, comment on va les collecter ? Alors je dirais que je ne vais pas passer en revue toute la panoplie des outils possibles, mais je dirais que ça va de Carnot au Field View Drag de Climate Corporation, Monsanto pour faire simple. L'essentiel, c'est de limiter les saisies manuelles et les ressaisies. Parce que ça, c'est un gros problème. Si vous avez des données qui sont collectées automatiquement, mais il reste des données collectées manuelles, il suffit que ces données manuelles ne soient pas collectées pour que les autres deviennent inutilisables. Donc c'est vraiment le point dur. Il faut vraiment automatiser au maximum la collecte des données. Et donc, ça veut dire aussi que non seulement il faut automatiser, mais il faut aussi que les systèmes puissent communiquer entre eux, qu'ils soient interopérables. Parce que si vous collectez sur un système, vous ne pouvez pas les transférer sur un autre, vous avez une perte de données qui est faramineuse. Alors, également, c'est un point important, comment donner du sens à ces données ? Donc, le problème, c'est que pour moi, le big data, ce n'est pas un outil magique, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Alors, je vous invite à aller voir un site américain qui s'appelle Spurious Correlation. Je reviendrai dessus. Alors, un moyen de collecter de la donnée, c'est de profiter des réseaux numériques, des réseaux CAN sur le tracteur. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pour moi, il y a deux réseaux importants, il y en a au moins deux. Il y a le J1939, qui est le réseau interne, en gros, tout ce qui fait transmission, injection, etc. Et tous les constructeurs ont le même, parce qu'en fait, quand on regarde, il y a très très peu d'opérateurs en termes de moteurs diesel dans le monde. Et il y a l'Isobus. Donc, ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais on peut collecter des informations sur les deux. Donc, côté J1939, ce seront plutôt des données de type moteur, de type consommation, etc. Sur l'Isobus, c'est plutôt des données relatives au travail, donc à la machine, au patinage et autres. Alors, il y a quelques années, avec la Chambre d'agriculture de Bretagne, on avait travaillé sur ce sujet. On s'était branché sur la prise diagnostique du tracteur. On avait un outil de collecte et on s'était amusé à faire des collectes de données sur n'importe quel tracteur qui était équipé, je précise. Et donc, on a collecté des données de ce type-là, consommation de carburant, couple moteur, etc., sur le J1939. Et sur l'Isobus, on était plutôt sur des données machines. Donc, c'est faisable, c'est très, très facilement réalisable. Et le dernier né là-dessus, c'est, je vous disais tout à l'heure, Field View Drive, c'est une boîte qui est c'est Climate, qui a été rachetée par Monsanto, qui elle-même a été rachetée par Bayer. Bref, là où ils collectent avec un petit bouchon là, qui se met sur la prise diagnostique et qui permet de récupérer des données. Mais chez plein de constructeurs, vous avez des systèmes équivalents. Donc ça, c'est qu'un exemple. Alors, toujours est-il que comment donner du sens à ces données ? Comment donner du sens ? Eh bien, voilà. Ne pas considérer que le big data, c'est une boîte noire dans laquelle on va mettre les données, il va nous sortir un truc magnifique. Ici, c'est une corrélation. Spurious Correlation, c'est un gars qui s'amuse à prendre des données publiques et à faire des corrélations entre elles. Donc ici, par exemple, vous avez une corrélation de 0,99 entre les suicides par pendaison et les dépenses militaires pour les sciences, etc., sur un pas de temps de 10 ans. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a une corrélation.
On n'en fait rien de ça, ça ne va rien dire. Alors là, j'aime bien celui-là aussi, c'est la relation entre les gens qui sont morts noyés dans une piscine et le nombre de films tournés par Nicolas Cage chaque année. Donc, c'est simplement pour vous illustrer un truc, c'est que le big data n'a de sens que si on est capable d'interpréter correctement les données. Sinon, ça peut être extrêmement dangereux. On va sortir des corrélations qui sont stupides. D'accord ? Donc, le big data, c'est un outil intéressant. C'est un outil qui peut rendre des tas de services, mais il faut un regard métier derrière, un regard intelligent. Sinon, c'est n'importe quoi. Alors, le problème derrière, c'est, on retrouve tout de suite le problème de propriété des données, et puis aussi de droit d'utilisation de ces données et de valorisation de ces données. Alors, j'ai tendance à dire qu'on est plus souvent dans des peurs irraisonnées, dans des fantasmes, et qu'on ne se rend pas forcément compte. Alors, et également, dans le droit d'utilisation des données, il y a quelque chose qui surnage, c'est de se dire, mes données ont de la valeur, donc il ne faut pas que cette valeur m'échappe. Alors, un truc simple, hein, si vous prenez l'élevage, ça fait des années qu'en élevage, on a un réseau qui s'appelle ICAR, qui collecte des informations sur des vaches laitières. Alors, vous avez des vaches laitières, par exemple Prim Holstein, qui sont au Canada, en Allemagne, en Arabie Saoudite, etc. On collecte des données dans les fermes où elles sont. Ces données sont remontées au niveau international. Avec ces données, on calcule l'index améliorateur des taureaux. C'est-à-dire que la donnée, elle a une valeur, mais elle a une valeur une fois qu'on a tout synthétisé. La valeur de chaque élevage, issue de chaque élevage, en gros, elle vaut peanuts. Il faut bien être clair. Donc, qu'est-ce que l'agriculteur, il ne peut pas faire ce travail-là. Et s'il ne donne pas sa donnée, ce n'est pas grave, on en prend une à côté. Donc, la donnée de chaque agriculteur, elle ne vaut pas grand-chose. Et donc, ne pas la mutualiser, ne pas la rendre collective, c'est une perte pour tout le monde. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut un petit peu insister. Alors, j'ai pris un autre exemple ici qui est un peu le même, télémétrie sur machine. La télémétrie sur machine, vu côté agriculteur, OTA, humain, ça a plein d'avantages. Par exemple, sur une moisseuse-batteuse, on peut faire de la cartographie de rendement. Et ça va servir pour justement mieux valoriser l'agronomie. Ça permet d'optimiser le fonctionnement de la machine. Ça permet d'organiser les chantiers. Ça permet d'avoir la disponibilité de la machine au moment où on en a besoin. Vu côté concessionnaire, ça veut dire avoir le stock de pièces détachées au moment où il faut et ne pas attendre 15 jours en pleine moisson. Ça permet de faire de la maintenance préventive. Ça permet d'organiser l'atelier. Accessoirement, ça permet de retrouver la machine qui a été volée sur le parc et qu'on retrouve dans un camp de manouches. Voilà. Donc ça, c'est l'antivol. Pour le constructeur, c'est aussi la possibilité d'avoir des remontées d'informations et d'être capable d'être en lien avec le concessionnaire pour résoudre des pannes complexes, des pannes intermittentes les plus chiantes à détecter. Ça permet d'avoir des remontées d'incidents et de voir, par exemple, qu'il y a un composant qui n'est pas très fiable et que du coup, il faut faire des rappels en concession sur les machines qui n'ont pas encore eu le problème. Donc tout ça, tout le monde a un intérêt là-dedans. Et alors je ne sais pas si ça existe, mais si un constructeur, quel qu'il soit, met à disposition d'un tiers les valeurs de rendement des machines, eh bien ce tiers sera capable de calculer, par exemple, qu'en France, cette année, on a une bonne production. En Ukraine, on a une bonne production, mais qualité peut-être moindre, etc. Et donc cet opérateur sera en capacité de pouvoir déterminer qu'il faut acheter sur le marché à terme, qu'il faut prévoir du stockage, etc. etc. D'accord ? Mais ça, d'une part, je ne pense pas que ça gêne les agriculteurs, au moins pas directement. Mais c'est les boursicoteurs qui, en gros, on est dans un problème de délit d'initié. C'est celui qui a l'information le plus tôt qui va pouvoir tirer le premier. Mais ça ne concerne que ceux qui font du boursicotage. Donc là, on est vraiment sur le cas où l'information des agriculteurs, elle leur échappe, elle va à un niveau différent. Mais est-ce que c'est grave ? C'est pas sûr. Presque. Excuse-moi, Gilbert. On a une urgence et le photographe, il a un programme. Et on est obligé de couper. Est-ce que c'est possible de reprendre dans 10 minutes ? C'est fini ? 10 minutes, quasiment fini. Donc, okay. Voilà, pour moi, le numérique, c'est des retours aux fondamentaux de l'agronomie, des expérimentations en vraie grandeur, comme le font le réseau Cléo, donc vers la fin des essais en microparcelles,
meilleure connaissance technico-économique, identification plus simple et plus complète des dysfonctionnements, quels qu'ils soient, au niveau agronomique, au niveau machine, identification des responsabilités plus claires, on sait qui a fait le boulot et s'il a été bien fait ou pas bien fait, donc l'agriculteur ne peut pas dire l'ETA a mal travaillé, l'ETA peut lui prouver que ce n'est pas vrai, que c'est lui qui a déconné derrière. Et puis aussi, prise en compte d'éléments dont on ne savait pas comment les utiliser. Par exemple, la pente des terrains, ça a un effet sur le transfert d'eau et des nitrates en particulier. Bon, bref, une agronomie plus complexe mais bien plus motivante. Voilà. Donc, ça c'était la dernière diapo. Eh bien, il y a des nouveaux acteurs. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais on sait qu'ils s'impliquent beaucoup. Google, IBM, Orange, etc. Donc, est-ce que c'est un danger ou pas? Moi, je ne sais pas le dire. Potentiellement, probablement, mais à quel niveau, je ne sais pas. Le conseil agricole qui change de nature, j'ai dit qu'il peut se délocaliser, etc. Et les agriculteurs qui détiennent des gros volumes de données. Donc, et puis, un petit rappel, les données n'ont pas de frontières une fois qu'elles sont numérisées. Et ça veut dire que elles échappent forcément à l'agriculteur. Mais est-ce que c'est grave? Parce que voilà, il faut serrer les problèmes. Les données, il y a différents usages, différentes valorisations possibles, différents risques. Il ne faut pas parler des données en général, mais plutôt en particulier. Voilà, j'ai fini. Merci encore, Gilbert.